Monsieur Rosier, vous indiquiez effectivement vos ambitions à 2024-2026. Il y a un enjeu effectivement quand même d'aller vite sur la mobilité. Pour accélérer, quelle serait très concrètement l'action, la décision qu'il vous faudrait pour vous, pour vos partenaires de l'écosystème, pour réussir une décarbonation de la mobilité et des autres modes bien plus rapide? Alors, il y a en fait toute l'industrialisation des chaînes de valeur. Nous, par exemple, chez Symbio, on est en train de construire une usine au sud de Lyon pour un démarrage en fin d'année prochaine qui va produire à terme 50 000 systèmes de piles à combustible par an, qui sera la plus grosse usine au monde de piles à combustible. Donc ça, c'est notre boulot. En parallèle de ça, ce qui est clé pour nous, c'est le déploiement d'hydrogène décarboné dans des stations. On pense que pour que ça décolle vraiment, il faudrait idéalement une station tous les 100 km. Vous voyez, aujourd'hui, on a une quarantaine de stations en France. Donc, c'est pour nous l'urgence numéro un, tout simplement pour que un utilisateur potentiel de notre technologie ait accès à l'énergie de façon pratique. Monsieur Faniché, le contexte du coût de l'énergie est largement défavorable, même si vous avez expliqué que vous anticipiez effectivement les investissements. Pensez-vous que cela va influencer votre politique de mobilité durable dans les prochaines années? Je pense qu'aujourd'hui, l'augmentation du coût de l'énergie va être un accélérateur de mobilité durable. C'est-à-dire que de plus en plus de Français, comme je l'indiquais tout à l'heure à Dominique Seux, lorsque vous regardez le budget que les familles peuvent consacrer, on parlait par exemple sur un domicile travail, avec du carburant, c'est passé de 60 € par mois à plus de 100 € en l'espace de janvier 2021 à mars 2022. Donc aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe pour le train et son énergie électrique, donc non carbonée, premier élément, et deuxième élément, une anticipation qui fait qu'on ne répercutera pas cette hausse tarifaire. Donc ça, c'est le premier point. Donc le train sera plus intéressant. Oui, on travaille sur ce sujet-là. D'abord, on va sortir du diesel d'ici 2035. Oui, donc aujourd'hui, cette crise énergétique ne fait qu'amplifier notre volonté de rentrer dans du décarboné le plus vite possible, en particulier dans les zones régionales. Et les régions, aujourd'hui, sont extrêmement mobilisées. Vous regardez, on a des projets de TER hybride, de TER à batterie, de TER à hydrogène et de TER au biocarburant. Il y a une vraie volonté politique et aussi des Français. Et puis, si je me permets de vous interpeller, Carole, vous le disiez, aujourd'hui, les Français, 1 sur 5 est en train de le regarder. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 1 sur 5 fait vraiment le choix du mode le moins carboné? J'en suis moins sûr. C'est un enjeu, effectivement. Merci à vous. Vous avez encore une question, je le sens, non? Non, merci. Une dernière question, vous parliez des régions avec les TER. Vous aviez évoqué les gares tout à l'heure, avec un rôle. Pensez-vous qu'avec les régions, vous puissiez vraiment construire autour des gares les points de recharge, les points d'approvisionnement dont on a besoin, avec un maillage intéressant pour répondre à l'enjeu de développer cette filière, que ce soit pour les modes lourds, mais également pour les besoins, je dirais, plus individuels des personnes, avec des voitures éventuellement, ou autres solutions d'électricité décarbonée? Moi, j'ai une phrase extrêmement simple. Les gares, aujourd'hui, c'est une forme de hub, de vie qu'il y a dans chacune des villes. Et donc, il y a un point de ralliement dans lequel il y a un endroit où il y a généralement de l'électricité, où il y aura peut-être demain également un besoin d'hydrogène. Donc oui, je pense que c'est des sujets qui sont intéressants dans toutes les régions, d'avoir une vraie place de la gare dans lequel on aura de multiples services, et en particulier des services énergétiques. Merci à vous.